différence des Polonais qui avaient eux aussi publié des livres de samizdat, nous n'avons pas à notre disposition des imprimeries. Les Polonais pouvaient le faire souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent en forme de livre, imprimé en cachette, n'est-ce pas, illégalement, mais quand même imprimé. Tandis que chez nous, samizdat, ça veut dire des livres tapés à la machine par des dactylos qui devaient être évidemment payés. Cette activité avait plusieurs raisons assez importantes. D'abord, on voulait conserver les textes qui étaient déjà préparés dans les imprimeries ou dans les maisons d'édition pour éviter que ce soit égaré ou perdu ou repris par d'autres traducteurs qui utilisaient le texte, qui le présentaient avec quelques corrections pour... D'ailleurs, il y avait des cas comme ça. Puis aussi, on voulait sauvegarder certains manuscrits qui existaient en un seul exemplaire chez l'auteur et qui étaient exposés à ce danger de confiscation pendant les perquisitions dans les maisons, dans les appartements. La police a souvent confisqué des manuscrits de ce type et ainsi ces manuscrits se perdaient dans les couloirs ou dans les bureaux ou dans les archives de la police secrète. Puis on voulait aussi sauvegarder, n'est-ce pas, ce lien entre le monde extérieur et le monde de notre pays. C'est-à-dire qu'on a publié, surtout dans mon édition, parce que j'ai fait une édition spéciale qui s'appelait Quart in Quarto, mais ce n'était pas in quarto, mais seulement parce que c'était carré. Nous avons publié des traductions qui étaient interdites. Par exemple, les lettres de Baudelaire, et que j'ai réussi à les faire passer aussi à l'étranger. C'était aussi une arme de détruire cette langue orwellienne, c'est-à-dire qui finalement, dans les publications officielles, dans la poésie même, dans les romans, je ne parle pas des études, etc., elle commençait à prévaloir. C'était une langue de bois qui était faite pour exprimer certaines idées, n'est-ce pas, et ne pas accepter d'autres. Cette idée de cette édition Quart était née à la table de Jiří Kolář au Café Slavia. C'était une table devenue légendaire. C'est un peu rigolo, mais c'était vraiment une sorte d'espace libre de quelques mètres carrés au milieu de la capitale tchèque. On s'est aperçu que la première édition samizdat, celle de Ludvík Vaculík, qui s'appelait Édition cadenassée,
est quand même assez limité par les participants. C'était surtout les membres de la nomenclature des années 50-60 qui s'est détaché complètement du parti et qui a commencé à publier dans cette édition. Il y avait des gens qui refusaient faire publier leurs œuvres à côté de certains gens qui participaient à cette édition. Ça, je le savais, et nous avons décidé avec Collage de fonder une édition qui accepterait ou qui pourrait publier aussi d'autres auteurs. C'était une tactique assez dangereuse parce que, en fin de compte, on commençait à m'embêter. Parce qu'on m'a convoqué, on m'a montré ça, et bon, j'ai dit, la loi le permet. Il y avait vraiment une loi qui permettait à l'auteur de faire quelques copies de son manuscrit. Alors nous en avons usé, ou plutôt, évidemment, on ne parle pas, la loi ne disait pas combien d'exemplaires. Il ne pouvait rien faire finalement. Mais quand même, il avait un moyen assez dangereux et assez dangereux, c'est-à-dire de inquiéter et même de condamner des dactylos. Une femme, pas à Prague, mais à Znojmo, en Moravie, a été condamnée, ça je sais bien, à 2 ans de prison à sursis. J'ai signé la charte sans réserve, sauf une. Je me suis dit, et je l'ai dit aussi à mon ami de l'époque, qui était Jan Patočka, que peut-être ça serait toujours la même histoire, que sans résultat visible et efficace. Et lui, à cette époque, il m'a dit, non, cette fois, ça sera un coup de tonnerre. Et il a eu raison. Mais pourquoi? À mon avis, c'était à cause de la mauvaise politique policière que la police voulait montrer d'une manière explicite et exemplaire le pouvoir, leur pouvoir, et avec cette répression insensée et finalement inefficace, ils ont éveillé non seulement la solidarité d'une certaine couche, pas très épaisse, mais quand même de la population, mais aussi de l'étranger. Et c'est ainsi que la charte a commencé à avoir une importance que, à mon avis, était plutôt, comment dirais-je, que je n'attendais pas. Une des armes de la police était de nous faire crever de faim. C'était connu. C'était même officiel. Maintenant, quand les archives sont ouvertes, nous pouvons trouver des documents où il y avait, où on le disait, il faut les
forcé avec des moyens, disons, économiques. Et c'était ça. C'est-à-dire qu'à partir de 1977, je ne pouvais plus gagner quoi que ce soit. Bon, c'est-à-dire c'était un risque, mais qui s'est avéré beaucoup plus important après la condamnation des protagonistes comme Havel et compagnie. Après, on commençait à s'occuper d'autres parce que, vous savez, pour me suivre, par exemple, il fallait 5 personnes. Imaginez que seulement le coût de tout ça, c'était 5 personnes qui tournaient autour de moi pour me suivre 3 jours. Bon, c'était comme ça. Et on le savait, vous savez, par exemple, au Café Slavia, nous avons parlé ouvertement, mais nous savions que qu'il y avait des flics autour de nous, d'ailleurs peut-être même autour de cette table. J'étais convoqué 2 ou 3 fois par semaine pendant une année. C'était l'année 80. J'étais convoqué, j'étais samedi matin, samedi après-midi, dimanche. Et comme ça, c'était une pression comme ça. Et surtout, le comportement des policiers. C'était des choses difficiles à expliquer. Par exemple, une fois, un policier m'a convoqué. Et je lui ai dit, écoutez, je sais que vous patrouillez devant ma maison parce que je vous ai vu. Et il m'a dit, et pourquoi vous ne m'avez pas salué? Et j'ai dit, mais écoutez, c'est à vous de me saluer. Vous êtes beaucoup plus jeune, vous pouvez être mon fils. Il se comportait vraiment, mais d'une manière, comment dirais-je, naturelle. Il se comportait comme des pères d'un enfant méchant, qui n'obéissent pas leurs parents. C'était grotesque. Mais on commençait à inquiéter ma femme. Elle a été convoquée à la police sous prétexte d'avoir volé une voiture pour enfants. Je demandais mon avoué pourquoi ça. Et il m'a dit, ça coûte 2000 francs, 2000 courants, et c'est déjà passible d'une condamnation officielle. Elle pourrait aller en prison pour 2 ans. Alors, je pouvais faire, j'étais prêt à aller en prison parce que finalement, je savais que c'était quand même possible à endurer. Mais je ne pouvais pas laisser faire emprisonner ma femme. Ce qui se passait ici, ce n'était pas mon monde. Je n'étais pas chez moi ici. Et pour dire la vérité, je n'acceptais jamais l'exil comme une peine. C'était pour moi, d'une certaine manière, une libération. Parce que ici, je pourrissais. Et il s'est avéré que certains gens qui m'ont reproché mon départ futur,
se sont exilés avant moi. Ainsi, je suis parti avec ma bibliothèque et avec mes tableaux, mais pas les meubles, rien du tout. Et finalement, Pierre-Emmanuel a fait tout son possible que ce soit nommé, disons, assistant ou quelque chose comme ça aux écoles des sciences sociales. Et j'ai travaillé 6 années là-bas. Je n'étais pas obligé de travailler, je pouvais étudier et écrire, mais je voulais avoir un contact avec les jeunes et ça s'est avéré assez bien parce que j'ai fait traduire mes étudiants certains essais de Havel qui ont été puis publiés avec mon aide, mais surtout c'était eux qui les ont traduits. Et ça, ce livre a été publié. Et 3 mois avant la fin du stalinisme en Bohème, c'est-à-dire en automne 89, puis republié au moment où il était nommé ou élu président. Je voulais rester à Paris, mais malheureusement, ma femme était gravement malade. Elle avait eu la maladie d'Alzheimer. Je m'occupais d'elle pendant 10 années chez moi, ce qui était assez difficile, mais je ne voulais pas la laisser dans un hôpital parce que je savais que ça serait la mort dans 3 mois. Et alors, il fallait rentrer parce qu'ici, on a quand même des amis et des parents, c'est-à-dire des cousines, des sœurs, dont une qui est docteur, etc., etc. Et alors, moi, je ne voulais pas rentrer parce que je savais une chose qui s'est avérée vraie. Les Tchèques n'aiment pas les émigrés et ils n'aiment pas les immigrés. Et en plus, ils pensent que chacun a trahi un peu le pays. Et comme je suis né en Slovaquie et j'ai vécu 15 ans de ma vie, les premiers 15 ans de ma vie en Slovaquie, je peux voir les Tchèques d'une manière un peu détachée. Et je peux voir d'une manière détachée aussi le Slovaque. Et j'étais assez libre en France avec mon identité française, mon passeport français, ma nationalité française, pour voir les Tchèques d'une manière libre et être tchèque en France pour voir librement les Français, leur qualité et le reste. Je peux constater qu'ici, qu'on a gagné la liberté, mais on a laissé tomber et perdu beaucoup de possibilités de changer d'une manière profonde et efficace. Et je crois qu'on a manqué une
chance de vivre et de faire autrement. Et je ne sais pas pourquoi et comment, mais je crois que c'était parfois par lâcheté. On ne voulait pas dire ouvertement ce qu'il fallait dire. Il fallait faire quelque chose, un nettoyage. Je ne dis pas qu'il fallait se venger, non, mais il fallait juger certaines choses sans prononcer les peines. Juger, il fallait dire ce qui s'était passé ouvertement et dire qui a collaboré, qui a fait son mieux pour ne pas collaborer, et de celui qui était flic, il fallait dire il était flic, bon, etc., sans punir peut-être.